La société est de plus en plus polarisée et les compromis, nécessaires aux prises de décision qui servent le bien commun, s'avèrent de plus en plus difficiles à trouver. Le débat démocratique s'en trouve affaibli, chacun affirmant avec toujours plus d'ardeur ses convictions, quitte à en devenir caricatural. Cette polarisation est tout d'abord favorisée par les bulles sociales. Celles-ci existent depuis longtemps, chacun préférant être entouré de gens au centre d'intérêts similaires aux siens, mais elles ont fortement été renforcées récemment suite à l'essor des réseaux sociaux. Dans un premier temps, avec l'apparition de groupes sur Facebook permettant de se réunir autour de questions nous tenant à cœur, puis via des algorithmes dont le but est de nous proposer du contenu correspondant à nos attentes et nous faisant réagir pour conserver notre attention. Cette pratique est désormais généralisée et la plupart des réseaux sociaux l'utilisent. Ainsi, nous sommes plus ou moins victimes de bulles sociales qui renforcent notre sentiment d'avoir des idées légitimes car partagées autour de nous. Ensuite, cette polarisation est alimentée par le contexte de crise permanente dans lequel nous vivons depuis des décennies. Une partie importante de la population a peur de perdre son emploi ou a vu des proches perdre le leur. D'autres n'arrivent simplement pas à trouver un emploi dans leur domaine de compétences et dans le pire des cas, des salariés vivent sous la pression du résultat et de la productivité, plus communément appelée aujourd'hui démarche qualité. Cette détresse psychologique, dont souffrent de nombreux Français, correspond donc au deuxième facteur de polarisation. Et la crise sanitaire actuelle ne va sans nul doute pas arranger les choses. De nombreux autres facteurs peuvent expliquer cette polarisation, mais je n'en soulignerai plus qu'un avant d'évoquer l'extrémisme plus en détail. Il s'agit selon moi de l'accession généralisée aux connaissances. Alors que les connaissances politiques, économiques, juridiques et scientifiques furent longtemps réservées à une élite intellectuelle relativement réduite, le développement des universités et des autres formes d'enseignement post-bac a drastiquement élevé le niveau d'éducation de la population. En effet, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8 entre les années 60 et aujourd'hui. Par ailleurs, alors que l'information fut durant des siècles délivrée par les journalistes aux lecteurs puis aux téléspectateurs, l'apparition d'Internet a permis un accès facilité à tout type d'informations. Ainsi, chacun peut à la fois se tenir informé de l'actualité en temps réel et accéder à tout type d'informations, mais également les partager avec son entourage en décidant, sans attendre l'aval d'une rédaction, de ce qui est pertinent ou non selon lui. Ainsi, nous avons le troisième facteur de polarisation, qui est la connaissance, ou le sentiment de connaissance. Dans le meilleur des cas, la connaissance est réelle et approfondie, et dans le pire des cas, la connaissance n'est que partielle. Mais peu importe, ces connaissances nous permettent de défendre nos idées, et donc de nous autoconvaincre de leur pertinence. Il sera alors difficile de changer de position, les bulles sociales et les biais de confirmation venant peu à peu renforcer nos convictions. Bien sûr, dans la plupart des cas, nous restons mesurés et nos convictions n'influent pas sur la société, hormis par les choix que nous faisons lors des élections. Mais dans certains cas, nos positions deviennent extrêmes, et pour certains, cette radicalisation peut mener à une forme d'extrémisme. Commençons donc par définir ce qu'est l'extrémisme. Si l'on se réfère au Larousse, l'extrémisme est un comportement politique consistant à défendre les positions les plus radicales d'une idéologie ou d'une tendance. La définition reprise sur Wikipédia définit quant à elle l'extrémisme comme une doctrine dont les adeptes refusent toute modération ou toute alternative à ce que leur dicte cette doctrine, et les actions extrémistes comme étant des méthodes pouvant être violentes et agressives, ayant pour but un changement radical de leur environnement. Par ailleurs, toujours selon Wikipédia, les positions extrémistes sont caractérisées par une pensée dogmatique, la préconisation de méthodes violentes et une conspiration. Une personne adoptant un point de vue extrémiste est persuadée de détenir la vérité et considère a priori comme faux ce qui ne va pas dans son sens, sans fournir de preuves ou de raisonnement construit. C'est vraiment ce dogmatisme sans preuve, sans raisonnement construit et souvent saupoudré d'un sentiment de conspiration qui fait l'extrémisme, à la différence d'une position radicale, qui peut être extrême vis-à-vis de la position majoritaire à un temps donné, mais qui s'appuie sur une réflexion argumentée et des faits concrets. Concernant la violence, je suis plus mitigé. Sans violence, des changements aujourd'hui parfaitement acceptés par le plus grand nombre n'auraient jamais pu voir le jour. Il est donc a priori toujours compliqué de définir quelle violence est légitime ou non. Des méthodes violentes seront tout autant envisagées et employées par des extrémistes que par des radicaux, puisque le pouvoir en place leur opposera toujours une résistance armée pour préserver le statu quo, tout du moins tant que les institutions ne permettront pas un réel débat démocratique. Pour résumer, l'extrémisme est donc la position la plus extrême sur un sujet donné, et dont les défenseurs sont persuadés de détenir la vérité. Je ne peux cependant parler de la place occupée par les extrémismes au sein de nos sociétés actuelles, sans faire tout d'abord une brève parenthèse sur la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton est une allégorie qui désigne l'ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme acceptables dans l'opinion publique d'une société. Tout extrémisme a donc tendance à être à l'extérieur de cette fenêtre. La fenêtre d'Overton est dérivée du nom de son concepteur,
qui a affirmé que la viabilité politique d'une idée dépend principalement du fait qu'elle se situe dans une fenêtre qui comprend une gamme de positions considérées comme politiquement acceptables au regard de l'opinion publique existante, et qu'un politicien peut donc proposer sans être considéré comme trop extrême pour gagner ou conserver une fonction publique. La fenêtre d'Overton n'est pas quelque chose de fixe ou de centré autour de l'idée la plus modérée qui soit. Elle bouge, se resserre ou s'élargit au cours du temps, en fonction du rapport de force exercé entre le pouvoir en place et ses opposants politiques. Dès lors, la classe dirigeante doit en permanence faire accepter son idéologie par la population, afin de maintenir sa majorité dans les instances parlementaires et s'assurer un maximum de postes décisionnaires. Et l'un des outils rhétoriques dont elle dispose consiste à employer le terme d'extrémisme pour dévaloriser une position politique ou une doctrine qui chercherait à mettre en œuvre des idées sortant de l'idéologie dominante. Mais au fond, la fenêtre d'Overton ne fait que souligner les idées acceptables à un temps donné. Rien n'assure que les idées aujourd'hui acceptées par le plus grand nombre ne sont pas extrêmes ou ne seront pas vues comme telles dès lors que la société évoluera. La démocratie représentative était vue durant un temps comme une idée extrémiste par les royalistes, et la démocratie directe semble aujourd'hui extrême et irréalisable pour la plupart des gens. De la même manière, les premiers abolitionnistes ont été considérés comme de dangereux radicaux, alors qu'aujourd'hui, personne ne remettra en cause, je l'espère, le droit à la liberté pour tout individu. Ainsi, comme je le disais, tout le jeu politique, pour quiconque souhaite voir ses idées appliquées, consiste à déplacer la fenêtre d'Overton afin qu'elle s'aligne sur son idéologie. Une technique de persuasion de plus en plus utilisée s'appelle la technique de la porte au nez. Il s'agit dans un premier temps de faire la promotion délibérée d'idées totalement inacceptables, voire fantaisistes, pour, dans un deuxième temps, présenter une idée située à l'extérieur de la fenêtre d'Overton, mais qui sera beaucoup plus facilement acceptée en comparaison des idées présentées préalablement. Enfin, notons que la fenêtre d'Overton étant représentative de l'opinion publique, les médias sont susceptibles d'être un outil de modification de cette fenêtre, en particulier pour ce qui est des médias polémistes qui ne sont pas avares d'idées fantaisistes. Maintenant que la notion d'extrémisme est définie, intéressons-nous à ceux qui ont certains extrémismes mieux acceptés que d'autres. Comme je le disais précédemment, la plupart des extrémismes sont situés à l'extérieur de la fenêtre d'Overton et sont donc d'autant plus faciles à repérer. Mais selon moi, il existe également des extrémismes parfaitement acceptés par la société et donc situés au sein même de la fenêtre d'Overton. Avant de revenir sur ces différents extrémismes, essayons de comprendre ce qui rend acceptable un comportement et des idées extrémistes. Le premier facteur d'acceptation d'une attitude extrême s'appuie selon moi sur la morale. En effet, la société dans laquelle nous vivons est imprégnée de morale, pour grande partie liée à la place du catholicisme dans notre histoire. Cette morale a des vertus et nous donne des clés pour vivre harmonieusement avec nos voisins, nos amis et notre famille, mais on en oublierait presque la place qu'elle occupe dans nos choix de vie. Pour prendre un exemple, les valeurs morales de discipline, d'obéissance et de loyauté nous enseignent dès le plus jeune âge à accepter les règles qui nous seront imposées plus tard à l'âge adulte. En particulier, notre acceptation du travail et de la place qu'il occupe dans nos vies s'appuie sur ces valeurs morales. Mais pour ma part, je juge extrême de demander à des êtres humains de se lever plusieurs jours par semaine pour effectuer des tâches souvent rébarbatives, voire inutiles, au bien-être des autres. Ah, bonjour. Alors comment ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Ah, je suis content de vous avoir, tiens. Alors... Bon alors dis donc, faudrait passer me voir un peu au bureau là, hein. Quand est-ce qu'on fixe un rendez-vous pour qu'on se voit, pour qu'on puisse se parler? Et pourtant, combien de fois avons-nous entendu nos dirigeants asséner que le travail était un lieu d'épanouissement personnel, sans jamais démontrer que son remplacement par une autre forme de mode de production ne serait pas plus bénéfique. On ne peut pas accepter qu'une partie entière de notre population n'ait pas accès à l'émancipation par le travail, n'ait pas le droit de rêver son avenir, n'ait pas le droit de projeter son avenir. Et quand c'est des jeunes, c'est encore pire comme situation. En effet, l'épanouissement que l'on trouve dans le travail repose sur les rapports sociaux qui s'y créent et sur le sentiment d'utilité que l'on y trouve, plus que dans le travail en lui-même. Et pourtant, des alternatives telles que l'automatisation de certaines tâches et la réduction progressive du temps de travail ont du mal à s'imposer au sein de l'opinion publique. J'ajouterais même que les défenseurs de la valeur travail voient une sorte de conspiration de la part d'un pan de la population qu'ils jugent fainéant et profiteur, alors que les gens ne sont généralement pas contre le goût de l'effort, mais ils souhaitent de la reconnaissance et du sens dans leur métier. Je vois les gens faire plein de choses autour de moi. En même temps, ça m'amuse de les voir faire des choses tout en moi ne faisant rien. Je les vois partir au travail et je leur souhaite une bonne et longue journée. C'est comme un art de vivre en fait pour toi. C'est un art de vivre. Je me considère comme paresseux, mais d'une paresse naturelle en fait. Après avoir essayé les écoles d'art, trop rigides à son goût, il s'est tourné vers sa passion, les plantes. J'ai fait une formation de forestier bûcheron qui m'a plu, mais j'en sors grandi maintenant
que je travaille à mon rythme, que je suis indépendant et justement c'est un bon équilibre entre gagner sa vie quand même et vivre sa vie. Enfin, bien qu'elle ne soit pas physique, il existe une forme de violence sociale indéniable qui vise à imposer l'acceptation du travail sous peine de déclassement et de protection sociale toujours plus restreinte, comme le montre la réforme de l'assurance chômage actuellement en discussion à l'Assemblée. Ensuite, l'acceptation d'une idée est d'autant plus forte que celle-ci provient d'une figure d'autorité. L'expérience de Milgram a permis de démontrer la soumission à l'autorité, et l'histoire nous a montré qu'une population peut accepter les pires atrocités dès lors que le pouvoir en place les légitime. Le cerveau humain est malléable, et je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de la Seconde Guerre mondiale pour expliciter ce point. Et comme je le disais précédemment, l'esclavagisme fut également largement accepté à une époque. Donc je vous laisse imaginer tout ce que nous acceptons aujourd'hui, simplement parce que c'est comme ça, et qu'il est plus simple de ne pas y réfléchir. Hey, quand tu fermes les yeux, tu vois rien, tu peux pas voir ce qui est autour. L'acceptation des extrémismes au sein de la fenêtre d'Overton repose donc en grande partie sur la morale et sur l'emprise du pouvoir sur l'opinion publique. Mais qu'en est-il des extrémismes radicaux sortant de ce qui est considéré comme acceptable ? Dans ces cas-là, l'acceptation dépend tout d'abord de l'éloignement de la position extrémiste vis-à-vis des bords de la fenêtre d'Overton. Il est plus facile de défendre l'idée de démocratie directe au sein de démocraties représentatives plutôt qu'au sein d'une monarchie, ou de mettre en avant des droits supplémentaires pour les minorités dans un pays de droit plutôt qu'au sein d'une dictature. Ensuite, l'acceptation d'une idée sera plus importante si une grande part de la population est informée et se reconnaît dans la cause défendue. Il est ainsi plus facile d'afficher une opinion féministe extrême en société, car chacun peut observer les inégalités latentes autour de lui, entre les hommes et les femmes, que de défendre par exemple une société post-monétaire dont la plupart d'entre nous n'envisageons même pas l'existence et encore moins les enjeux. Enfin, une position extrémiste passera mieux dans l'opinion publique si elle est revendiquée sans violence. En effet, sans défendre leurs actes, la première réaction lors d'un attentat terroriste consiste à condamner l'action, peu importe ses raisons. Si demain un attentat est revendiqué pour mettre fin au génocide et aux guerres dans le monde, je doute fort de l'efficacité de cet acte terroriste sur l'opinion publique, bien que la cause soit noble. Ainsi, les défenseurs du statu quo auront à cœur de délégitimer leurs opposants en resserrant toujours plus la fenêtre d'Overton, pour que les positions radicales aient l'air toujours plus extrêmes, de diviser les luttes pour que le moins de gens possible se reconnaissent dedans, et de focaliser l'attention sur les militants les plus violents. En introduction, j'ai présenté les causes de la polarisation de la société. Mais comment au sein de ces différents pôles, des individus passent de militants radicaux à extrémistes ? Les politologues ont longtemps cherché la réponse, mais celle-ci serait plutôt du côté des psychologues. On constate en premier lieu une détresse psychologique due à un sentiment d'incertitude. Les adeptes des doctrines radicales souffrent généralement d'une perte de sens, fréquemment consécutive à des événements ressentis comme des injustices personnelles. Lorsque le monde environnant apparaît comme incompréhensible, cela entraîne chez des personnes fragiles le besoin de retrouver la direction d'un but, l'assurance d'une mission. Elles compensent alors leur manque d'assurance personnelle par des convictions idéologiques audacieuses. Je me suis moi-même polarisé sur certains sujets lors de périodes difficiles de ma vie. Vient ensuite le simplisme cognitif. La détresse personnelle aggrave un besoin existentiel de clarification. Les croyances extrémistes fournissent, face à un environnement perçu comme complexe, une apparence de sens facilement accessible. Ceci explique pourquoi les différents militants d'extrême gauche et d'extrême droite, que je nomme ainsi par simplification, sont tout autant persuadés de la simplicité des solutions à apporter. Et encore une fois, j'avoue être moi-même des fois convaincu que quelques changements radicaux, mais simples, amélioreraient subitement la qualité de vie des gens. Mais pour plus de détails, je vous renvoie vers ma série de vidéos Tous présidents, dans laquelle je vous dévoilerai peu à peu un programme politique que j'ai rédigé. Quoi qu'il en soit, ce simplisme rend les extrémistes très vulnérables aux théories conspirationnistes, attribuant tous les maux de la Terre à une cause unique et facilement identifiable. Le troisième trait psychologique commun aux extrémistes est un excès de confiance intellectuelle qui confine à l'arrogance. De leur certitude d'avoir raison et d'être dans leur bon droit, les adeptes du radicalisme politique tirent un sentiment de supériorité. Ils tendent à considérer les dogmes de leur chapelle comme des vérités universellement valables et qui mériteraient d'être universellement admises. À leurs yeux, elles constituent des évidences, de même que le langage dans lequel ils ont l'habitude de les formuler. Comme disait le sociologue et philosophe Raymond Boudon, ceux qui croient disposer du monopole des bons sentiments ont trop tendance à en conclure qu'ils détiennent ipso facto le monopole de la vérité. Et en effet, les extrémistes sont confiants sur la pertinence de leurs pensées, car ils sont convaincus, tout comme le reste de la population, de défendre une cause juste. C'est le combat du bien contre le bien, et leur dire qu'ils ne pensent pas correctement ne les fera jamais changer d'avis.
Dès lors, les biais de confirmation vont les autoriser à n'entendre que les arguments susceptibles de rentrer dans la grille d'interprétation que leur fournit leur groupe d'appartenance, et ils écartent tous les faits susceptibles de la contredire. L'extrémiste est ainsi intellectuellement arrogant, alors même que ses arguments sont pauvres et son savoir est limité. C'est le fameux effet Dunning-Kruger, le pic de confiance d'un individu étant situé non loin de son niveau de compétence le plus faible sur un sujet donné. Voyons maintenant quelques extrémismes. Ils sont intéressants car notre positionnement vis-à-vis d'eux nous définit profondément. Je précise que je vais passer outre la plupart des extrémismes, tels que le totalitarisme et autres fascismes, qui sont des concepts politiques dépassés et contre lesquels quelques individus croient encore lutter, ainsi que sur les extrémismes dont je n'ai pas forcément conscience ou trop minoritaires pour être évoqués. Donc excusez-moi si je ne parle pas d'une cause qui vous tient à cœur. Je vais commencer par ceux que je connais le mieux. Tout d'abord, le nationalisme ou souverainisme. Entre les années 70 et 2000, les instances dirigeantes ont plaidé pour un élargissement de la construction européenne en vantant ses vertus. Si l'on revient sur les promesses effectuées par certains politiciens en 1992, on pourrait presque en rire aujourd'hui. Vous avez voté contre l'exception d'irrecevabilité de Philippe Séguin. Pourquoi êtes-vous si fort pour Maastricht ? Écoutez, je suis favorable à la poursuite de la construction européenne, d'abord parce qu'elle assurera la paix en Europe d'une manière certaine. Je veux dire, l'entente franco-allemande est quelque chose qui doit être consolidé et nous ne voulons plus des guerres qu'il y a pu y avoir en Europe. Et puis d'autre part, le traité de Maastricht, c'est quelque chose qui va permettre quand même un développement économique important et qui a déjà apporté une prospérité considérable et qui permettra de l'aggraver, de l'accentuer. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. L'Europe sociale, une Europe quand même encore assez balbutiante. Le premier acquis de l'Europe sociale, c'est la libre circulation des travailleurs salariés. Fin des années 80, après avoir mis en place la libre circulation des travailleurs, l'Europe se penche sur les conditions de travail avec plus ou moins de succès. Alors que l'Espagne et le Portugal viennent d'intégrer la communauté, certains citoyens imaginent une harmonisation des conditions de vie. L'Europe sociale, c'est devenu l'objectif principal en même temps que l'objectif de l'Europe monétaire. Un an après, en 1989, l'adoption d'une charte sociale est le projet de la communauté. Mais les critiques de Margaret Thatcher, mais aussi du Danemark et du Portugal, ont peu à peu édulcoré cette charte. L'accord conclu à 11 est un texte qui ne fait que poser que quelques grands principes et n'a aucune valeur ou aucun aspect contraignant. L'Europe sociale est donc encore une chimère, car les politiques sociales... Quoi qu'il en soit, le nationalisme fut associé à la guerre et au racisme, et il était de bon goût d'être pro-européen si l'on ne souhaitait pas être taxé de belliciste et de raciste. Mais les effets bénéfiques attendus de la construction européenne n'ont pas eu lieu, et les Français n'ont pu que constater la dégradation de leur industrie et de leur niveau de vie au cours des années qui suivirent le traité de Maastricht et la mise en place de l'euro. En 2005, j'ai voté contre le traité européen pour des raisons de souveraineté économique et démocratique. Et depuis, je n'ai eu de cesse de défendre l'idée d'une sortie de l'Union européenne pour les mêmes raisons. Je pense être radical, mais pas extrémiste sur cette question, car il me semble que je sais faire la part des choses concernant les conséquences d'une telle décision. De plus, quand je vois certains militants, je ne peux que constater leur extrémisme lorsque, selon eux, tous les maux du pays s'expliquent par notre appartenance à l'UE, ce qui apparaît à mes yeux comme du dogmatisme et du simplisme. Une autre lutte qui me tient à cœur concerne la démocratie. La position la plus extrême aujourd'hui consiste, je pense, à revendiquer l'anarchie, c'est-à-dire l'autogestion de la société par les individus, sans verticalité dans les prises de décision. J'avoue rêver d'une telle société, mais je ne pourrais la défendre ardemment car je pense que des étapes intermédiaires sont nécessaires avant cela. Je plaide donc plutôt pour des tirages au sort d'assemblées citoyennes, pour la mise en place d'un contrôle des élus, et pour un appel plus régulier au référendum, notamment d'initiatives citoyennes, pour impliquer progressivement les citoyens dans la prise de décision. Tout ceci agrémenté d'une réécriture de la Constitution. Il existe ensuite une lutte qui dure mais qui ne s'estompe pas et dont le paroxysme ressemblerait probablement à la fin de Fight Club avec une destruction des banques. Everything's gonna be fine. Il s'agit de l'anticapitalisme dont le but extrême serait de faire appel à des alternatives sans monnaie. Encore une fois, bien que le concept soit attrayant, je pense qu'une étape de décroissance préalable est nécessaire et qu'il est temps de s'appuyer sur un modèle n'ayant plus besoin de croissance pour créer de l'emploi. Par ailleurs, je milite pour l'application d'un revenu universel inconditionnel afin de sortir peu à peu du modèle capitaliste et néolibéral actuel.
Notons ici que le néolibéralisme, parfaitement situé dans la fenêtre d'Overton, est malgré tout un extrémisme économique que l'on nous présente comme étant sans réelle alternative, si ce n'est un communisme totalitaire. On sait très bien ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut agir sur le coût du travail, qu'il faut agir sur la durée du travail, qu'il faut agir sur le code du travail. Nous devons baisser la dépense publique. Je dis qu'il faut supprimer environ 600 000 postes dans la fonction publique. Il faut aussi supprimer la 5e semaine de congés payés. On a pu se l'offrir il y a 30 ans, on ne peut plus la financer. Il faut bien entendu quitter les 35 heures et remonter à 37 ou 39 pour redégager de la compétitivité. Ce sont ces freins qu'il faut lever. À chacun de se dire, est-ce qu'il y a une politique alternative à ce que nous faisons? Oui, il y en a. Il y a ce que propose l'extrême droite. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller vous recoucher. C'est comme ça que disent les libéraux qui veulent nous convertir au libéralisme. Mais il s'agit d'un faux dilemme, et les néolibéraux sont totalement dogmatiques et simplistes vis-à-vis de leur modèle économique. J'ose espérer que de plus en plus de gens en prennent conscience. Pour continuer dans les luttes d'actualité, mais qui ont commencé il y a bien longtemps, abordons le féminisme et de manière générale les luttes en faveur des minorités. Concernant ces luttes, je suis mitigé car je préférerais une lutte commune contre toute forme d'inégalité, et je pense que cette division des luttes divise également la société et que cela nuit à l'objectif visé. En particulier, je me sens mal à l'aise quand j'entends parler de réunions non mixtes et de racisme systémique opposant systématiquement un groupe à un autre. Je considère qu'il y a des dominés et des dominants et que la réelle lutte se situe dans l'aplanissement des inégalités de tout type, plutôt que dans l'obtention de compensation pour tel ou tel groupe oppressé. 5e lutte d'importance aujourd'hui, l'écologie. Les tendances sont tellement diverses au sein de ce mouvement que je ne saurais toutes les décrire. Les questions environnementales concernent tout autant la pollution atmosphérique que la pollution des sols et des nappes phréatiques, le réchauffement climatique que la protection des espèces. La prise de conscience est réelle, et je pense que c'est l'une des idées pour laquelle la fenêtre d'Overton bouge le plus rapidement aujourd'hui, avec un retard de la classe politique à ce sujet qui explique les si bons résultats d'ELV lors des dernières élections. Certains mouvements extrémistes existent au sein des écologistes, comme les véganes ou différents groupes menant des actions choc dans des sites industriels, mais pour ma part je ne peux que les comprendre, et sans avoir une position très radicale sur le sujet, je pense que le premier mode d'action consiste, comme je l'ai évoqué pour la question économique précédemment, à diminuer notre consommation. J'en viens désormais à deux extrémismes pour lesquels je n'ai aucune affinité. Il s'agit dans un premier temps des extrémismes religieux. Je ne me reconnais dans aucune religion et il est difficile pour moi de comprendre et d'évoquer cette question. Cependant, cet extrémisme ne peut être ignoré, et la meilleure des réponses consiste selon moi à réaffirmer, sans cesse, la loi de 1905 sur la laïcité. C'est le meilleur remède pour éviter le prosélytisme religieux, et renforcer cette loi comporterait le risque de trop restreindre les libertés d'une part de la population. Il ne faut donc pas non plus tomber dans un laïcisme extrême, afin de lutter contre quelques extrémistes, aux dépens du reste des religieux. Enfin, un extrémisme de plus en plus répandu et problématique est le complotisme. Sans nier la présence de complots, qui existent et existeront de tout temps, le complotisme est le paroxysme du simplisme et de la recherche de biais de confirmation. Il s'agit d'un problème profond, car il crée une confusion qui participe à ridiculiser certaines luttes légitimes et à détourner l'attention d'une part de la population de problèmes réels et concrets. Je n'ai malheureusement pas de solution pour lutter contre, si ce n'est compter sur le développement de l'esprit critique au sein de la population. Encore une fois, de nombreux autres extrémismes existent. Mais qu'il s'agisse du souverainisme, de l'anarchisme, de l'anticapitalisme, du féminisme, de l'écoterrorisme, du djihadisme ou du complotisme, nous ne pouvons nier l'influence de leurs militants sur la fenêtre d'Overton, et leur influence est d'autant plus forte que la réponse de leurs opposants est faible. Ainsi, le libéralisme se maintient grâce aux médias qui ridiculisent en permanence les alternatives existantes, qui sont de fait peu soutenues, et le soutien au féminisme est d'autant plus fort que ses détracteurs sont peu nombreux. J'ai présenté ici des extrémismes me tenant à cœur, et les vôtres seront probablement différents. Et tant mieux. Je voulais faire passer plusieurs messages au sein de cette vidéo. Tout d'abord, comme je l'ai expliqué, il existe des pensées plus ou moins acceptables au sein de l'opinion publique. Mais l'opinion publique n'est pas la vôtre. Je pense que beaucoup ont peur de sortir de la fenêtre d'Overton, et il est en effet souvent plus rassurant de se rallier à la position la plus consensuelle que de se savoir radical sur un sujet. Mais au-delà de cette évidence, je tenais à pointer le fait que la fenêtre d'Overton n'est pas figée et rien n'assure que ce qui est accepté aujourd'hui ne sera pas un extrémisme demain. Donc n'ayez pas peur d'affirmer votre position, quelle qu'elle soit. L'important n'est pas tant d'être radical ou de ne pas l'être, ce qui compte, c'est de ne jamais être convaincu de détenir la vérité et d'être en permanence prêt à se remettre en cause.
Vous pourrez dès lors défendre des positions radicales sans être dogmatique et éviter autant que possible les biais de confirmation. Enfin, face à quelqu'un que vous considérez comme extrémiste, dites-vous que ce qui compte n'est pas tant votre désaccord sur le sujet que le raisonnement qui est derrière vos positionnements politiques. Prenez le temps de réfléchir à la question et vous verrez que la plupart du temps, vos différences d'opinion relèvent plus de facteurs systémiques tels que vos intérêts propres ou vos positions respectives au sein de la société que d'une erreur de raisonnement ou d'une volonté de nuire de l'un ou de l'autre. Cette question est tellement vaste que j'aurais aimé aborder encore de nombreux points, mais la vidéo est assez longue comme cela. J'invite ceux que ça intéresse à se renseigner sur la question d'extrême centre, qui décrit parfaitement pourquoi le pouvoir macroniste est un extrémisme tout autant que l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et je vous laisse avec ces quelques citations sur l'extrémisme. À bientôt.